Bettencourt, Meuse, 17 février 1919. Les caméramans et les photographes de l'armée américaine reviennent sur les lieux, là où ils ont combattu quelques mois auparavant. Ils redécouvrent les champs de bataille de l'Argonne, où pendant des mois, l'armée américaine a affronté les forces de l'Empire allemand. Ils y retrouvent les systèmes défensifs, les barbelés et ces hérissons d'acier, les chevaux de frise. En faisant parfois de macabres découvertes. Le même village, 4 mois plus tôt. L'US Army progresse tant bien que mal à travers les ruines de ce qui a fait la terrible bataille de Verdun. Mais c'est une armée moderne, équipée de camions, jeeps et de motos. Ces boys, découvrant pour la plupart ce qu'est la guerre, traversent alors ce paysage lunaire et désolé. Toutefois, il n'y a pas de route dans le No Man's Land. Les camions modernes se retrouvent déjà dépassés par la boue argileuse de la Meuse. On en revient alors à la force brute, mais millénaire, des chevaux pour se sortir du bourbier. Ici, les troupes américaines ont demandé l'aide des Français. Les bêtes, qui elles ne comprennent pas la guerre, sortent le véhicule de la boue sous le regard de leurs compères, morts. Quand il n'y a pas de route, il faut la creuser soi-même. On met alors à disposition toute la force manuelle de ces milliers d'hommes pour faire de nouvelles voies de ravitaillement et poursuivre l'offensive toujours plus loin, vers l'avant. On se retrouve alors bloqué dans ses propres bouchons, à contempler ce paysage qui rappelle déjà les 3 ans de guerre qui sont passés par ici. On rebaptise alors les villages détruits, pour savoir tout simplement où on se trouve. Et même dans cette cohue, il faut savoir faire respecter la police militaire. La route construite, l'offensive peut reprendre. Les voies de communication sont rétablies et les convois avancent alors vers la première ligne pour pousser encore plus loin l'armée allemande. Sur le front, on entend un bourdonnement constant de l'artillerie. Ici, dans la boue, on rapatrie les blessés vers le premier hôpital de campagne. On met même les prisonniers allemands à contribution. L'offensive reprend. Les canons de 75 français, donnés aux Américains, crachent un flot constant d'obus sur l'ennemi. Dans ce tumulte, un cavalier percute un artilleur. Mais comment cette offensive est-elle permise? De nouvelles armes ont permis la sortie de l'enlisement dans cette guerre de tranchées, grâce aux chars, comme ici, à Blaircourt, où les troupes américaines et françaises se sont rencontrées. C'est aussi l'apparition d'une aviation de plus en plus perfectionnée. Le 11 avril 1918, une escadrille franco-américaine part alors détruire le plus gros rassemblement de munitions et nœud logistique le plus important des troupes allemandes sur le front de Verdun. Une gare ferroviaire immense est détruite, enrayant l'avancée des troupes ennemies.
Mais les Américains découvrent également le poids de la guerre, comme ici, en photographiant le cimetière militaire allemand de Montmédy. L'offensive reprend. Les troupes de première ligne peuvent alors souffler un peu et retourner à l'arrière. Après une semaine de combat, ils peuvent enfin goûter au repos. On récupère alors de l'eau, du lait dans les fermes voisines, des œufs. Et quand on a de la chance, on peut même goûter un torboyau qui ressemble à peu près à du café. On reçoit alors des nouvelles du pays, là-bas, outre-Atlantique. On lit les nouvelles et on donne des nôtres. Tu sais, ici, on se rase comme on peut. On se lave comme on peut, dans une flaque ou dans un trou d'obus. On dort dans ce qui ressemble à un campement. Et on mange comme on peut. Le cornet de bif, il nous est similaire à un plat de fin gourmet ici, tu sais. Même les officiers mangent au milieu des troupes, dans la boue. On s'assoit sur nos talons pour ne pas se tremper dans cette glaise argileuse de la Meuse. On fait la vaisselle comme on peut. Et surtout, on s'amuse comme on peut. Enfin, on prend quelques instants, comme une photo de classe, sans savoir si une gars à notre gauche ou à notre droite sera là encore demain. Peut-être, ce sera moi. La guerre, c'est aussi le moment de toutes les expérimentations. Comme ici, ce médecin, avec ce casque presque tout droit venu d'une époque médiévale obscure. Une expérience mélangeant le Stahlhelm et un chapelle de chevalier. On découvre aussi d'étonnantes armures qu'on voit portées ici par les troupes américaines qui proviennent de mitrailleurs allemands. Outre les armes, on récupère aussi des prisonniers qu'ils essayent de soigner comme ils peuvent.
Mais c'est aussi et surtout la libération. Comme ici, à Vaubécourt, où les enfants partagent leur joie avec les troupes américaines. Dans certains villages, c'est plus calme. On se tient alors une bonne poignée de main. À Chaumont, cette famille vient de récupérer sa maison. Elle est en ruine, mais au moins, tout le monde est vivant. C'est ainsi, après ces 4 ans de guerre, que des villages qui ont été jusque-là épargnés découvrent eux aussi les balafres des affrontements. Nombre de ces sanctuaires millénaires ont alors cessé d'exister. Ils avaient pourtant traversé toutes les époques, tous les conflits, mais pas la fureur de la guerre moderne. Lors de cette avancée, les soldats quittent les tranchées pour les trous de souris. Mais derrière ces sourires, c'est aussi le temps des derniers assauts. Le 10 novembre 1918, le sergent Jack Bennett de la 11e infanterie 5e division mène sa patrouille dans une dernière attaque de la guerre sans le savoir. Avec son escouade, ils prennent d'assaut dans la forêt de Loupy et de Remoisville un nid de mitrailleuses. Il progresse sans se rendre compte que son escouade a été décimée. Il réussit alors à mettre hors d'état de nuire l'arme. Sous le feu d'une autre mitrailleuse, se trouvant dans la tour du château de Loupy-sur-Loison, il est contraint de faire demi-tour. Alors que la nuit est en train de tomber, il attrape 2 de ses soldats blessés qu'il ramène alors derrière les lignes. Il sera décoré pour cela, sans savoir que c'est sa dernière action de la guerre. Retonde, le 11 novembre 1918. Le train spécial du maréchal Foch entre en gare. Une rumeur circule alors, un accord de paix, un armistice. Une cessation des activités militaires aurait été signée entre l'Entente et l'Allemagne. L'information est véridique. Une course contre la montre est engagée alors depuis Retonde. Par télégraphe, l'information arrive au QG américain dans les mines de Jaulny. L'armistice est signé. Cessez-le-feu à 11h. N'entreprenez aucun contact avec l'ennemi. À l'arrière, on se réjouit déjà avant l'heure. L'heure tourne. Il est 10h45. Autre ambiance sur le secteur de Remoisville, où l'on filme ici le dernier canon qui s'apprête à tirer encore une dernière fois avant l'heure. Enfin, à Stenay, les troupes américaines se sont lancées dans un ultime effort. Prendre la ville dans une dernière lutte. Vaine. Il est 10h58. Soudain, il est 11h.
Sur les hauteurs de Remoisville, les paysans de Loupy-sur-Loison ont vu les soldats allemands partir. Les voilà, s'empressant d'aller voir ces boys, leurs nouveaux libérateurs. Après 4 années d'occupation, ce sont les premiers visages extérieurs qu'ils découvrent. Autre ambiance ici. Il est 11 h, on ne saute pas de joie. On se relève et on ne réalise pas. On remballe alors les canons. La guerre est finie. Pour fêter cela, cette troupe américaine enterre alors le dernier obus de la guerre. Voici le dernier obus allemand, a Dud, comme ils l'appellent. C'est-à-dire un obus qui a été tiré, qui leur est tombé dessus, mais qui n'a pas explosé. Les tranchées sont bien calmes. Et surtout, le bourdonnement de l'artillerie a disparu. Les Allemands intrigués viennent alors à la rencontre des Américains. Was haben Sie geladen? Was ist das? Angel dir ein. Hab keine. Angel dir eine. Warum macht der Widerstand sowas? Irre. Kaum zu glauben. Ach, das ist gar nichts. Die Norweger spinnen alle. Une scène particulière se tient alors à Danvitou. Les troupes allemandes et américaines qui, la veille, se tiraient encore dessus, aujourd'hui, fraternisent. On se rend compte alors que nous ne sommes que des hommes. Et malgré la barrière de la langue, on arrive toujours à trouver de quoi s'amuser et avoir des sujets de conversation. Ja, irgend sowas wahrscheinlich. Wenn überhaupt, dann bei der deutschen Armee. Comme convenu dans les actes de l'armistice, l'artillerie se retire. Ici, la troupe du 6e mitrailleur revient après 2 semaines d'affrontements en première ligne. Ils sont éreintés. Alors, à l'arrière, on vit en troupe, et on prend des nouvelles de cet armistice, de cette paix que l'on ne pensait plus possible. On lit alors les journaux qui sont distribués en masse à tout le monde.
Et on en profite aussi pour bien rire encore une fois et oublier ce qui s'est passé ces dernières semaines. C'est aussi des cas particuliers, comme ce jeune homme, orphelin de Milly-sur-Bradon, qui a été récupéré, adopté par le bataillon américain. Il les suivra jusqu'au bout. Les troupes américaines peuvent alors progresser. Les Allemands viennent de quitter les lieux. Il est effarant de voir à quel point les objectifs de la veille sont aujourd'hui atteints sans rencontrer la moindre résistance et parfois le moindre habitant. Les Américains investissent alors les villages là où étaient positionnés les Allemands. Comme ici, à Loupy-sur-Loison. Où la 5e division reprend la commande en tour. Et également le château. On fait aussi d'étonnantes découvertes, comme ces tanks construits par les Allemands, qui ne sont que des carcasses de bois sur des châssis de camions utilisés pour pouvoir tromper l'adversaire et les faire passer pour des mouvements alliés. À Mouzet, les premiers réfugiés arrivent. Mais ils apportent avec eux une étonnante nouvelle. Comme convenu dans les actes de l'armistice, les Allemands ont ouvert leur camp de prisonniers et ont libéré leurs détenus. C'est ainsi que des milliers d'hommes, de destin, se retrouvent alors mêlés sur les routes de la Meuse. Ici, à Stenay, les premiers Russes et les premiers Polonais arrivent. Mais ils sont bien plus nombreux qu'on le pensait. À Spincourt, on essaye de parquer les Cosaques comme on peut. À Chéhéry, ils sont 17 000 sur la route, venant du monde entier. Toutes les nationalités, civilisations, cultures marchent d'un seul pas pour rentrer chez eux après 4 ans de conflit. Des Belges, des Italiens, des Américains, des Britanniques, des Français, des Russes, des Tchèques, des Baltes.
C'est également le cas de ces soldats très méconnus, de ces Estoniens, ici, photographiés à Montmédy par les troupes allemandes. Ou également de ces Cosaques d'Ukraine centrale. Ils ont tous été utilisés comme main-d'œuvre par les troupes allemandes pendant ces 4 ans de conflit. Ces soldats américains, qui combattaient il y a de cela seulement une semaine, se retrouvent désormais à gérer des dizaines de milliers de réfugiés. On partage alors des cigarettes. Pour certains, ils redécouvrent cela après 4 ans de captivité. Pour d'autres, c'est une découverte totale. La plupart de ces réfugiés échouent ici, à Dun-sur-Meuse. La population, menée par le curé de l'époque, partage alors le pain et tout ce qu'ils peuvent pour subvenir à leurs besoins. Archive étonnante, où ces soldats américains, aidés d'un prisonnier belge fraîchement libéré, l'homme aux hautes formes, sont en train de faire la cuisine pour toute la troupe. Les Italiens se rassemblent sous leur bannière pour leur propre distribution de pain. Et enfin, la masse. Ces soldats russes, à des milliers de kilomètres de chez eux. Ces hommes, venant de tous ces peuples et de toutes ces cultures qui font la force et la faiblesse de l'Empire russe. Pour eux, la guerre n'est pas finie. Car à des milliers de kilomètres d'ici, la guerre civile bolchevique fait encore des ravages. Ces prisonniers, qui ont vécu 4 ans de captivité, vont être expédiés depuis Dun-sur-Meuse vers le sud de la France, rééquipés, réentraînés, renvoyés par la suite en Ukraine pour continuer la lutte contre la menace bolchevique, le communisme international. La plupart d'entre eux n'y survivront pas. Les troupes américaines continuent leur avancée en bon ordre et sans la pression d'un ennemi constant.
constate alors les dégâts causés par les troupes allemandes, que l'on répare avec le génie, tant bien que mal. Pour certains villages, ces structures temporaires resteront bien plus longtemps que prévu. Les beaux châteaux deviennent alors un lieu de prédilection où on va établir l'état-major, même si les Allemands sont déjà passés par là et ont tout vidé. Que reste-t-il alors de ces villages sans âme, comme ici, à Danvillers? Pays natal de l'immense artiste Jules Bastien-Lepage, dont la maison a été détruite. On ira jusqu'à spoiler sa tombe, où sa statue funéraire, un bronze fait par Rodin, a été récupéré par les Allemands, expédié à Metz et sauvé in extremis. Les troupes américaines attendent ici les fêtes de Thanksgiving. Le général Joseph Kuhn fait un discours sur l'avancée des troupes et sur la paix qui se profile à l'horizon, car seul l'armistice a été signé. L'hymne est joué sur la place principale du village. Et comme on le voit, ça clope. Pour fêter cela, les troupes américaines ont préparé un étonnant défilé qu'ils ont surnommé eux-mêmes The Mummers Parade, la parade des momies. Très décomplexés et certainement sans l'accord de la hiérarchie militaire, ils exhibent alors toutes leurs trouvailles. Et également des prisonniers. Un homme affublé de la tenue de Guillaume II. Ce panneau disant qu'on a pris la colline et que maintenant on y mange. En trimballant la cuisine allemande qu'ils viennent de récupérer. Il porte ensuite un gazé et un dernier, placé dans une baignoire, en ultime humiliation. Toutefois, l'attention ne se relâche pas, car les accidents se produisent et sont toujours présents. On découvre les arsenaux allemands, comme ce camion très particulier, possédant des roues à ressort. Ici, à Romagne, ce soldat américain montre au photographe comment se servir d'une grenade allemande. Il place l'amorce à l'intérieur. Et tire la corde pour la dégoupiller. On a 5 secondes avant qu'elle explose. À Fléville, les Américains découvrent également avec stupeur et horreur l'incroyable capacité de la machine de guerre allemande.
et des armes modernes de leur époque. Notamment avec ce mortier super lourd de 380 mm. Une arme taillée pour détruire des forts tels que Vaux ou Douaumont. Et aujourd'hui, ils en rigolent. Mais en 1916, cette artillerie lourde envoyait ses obus de plus d'1 mètre de haut et de 635 kg sur les lignes françaises, dont on retrouve des stocks partout dans les campagnes et même dissimulés sous les routes. Le génie américain n'est pas en proie au doute et décide de se lancer dans une destruction méthodique de tout le stock de munitions allemand qu'il trouve sur le territoire. Ce sont plusieurs dizaines de milliers d'obus et autant de grenades que l'on vient de faire sauter. Dans la vallée, entre Dun-sur-Meuse et Stenay, on retrouve alors l'intégralité du stock de munitions prévu pour contre-attaquer dans l'Argonne et sur le secteur de Verdun. Ce sont des centaines de milliers d'obus qui sont entassés là. On retrouve, dans ces modestes paniers en osier, des obus de 77 mm. Alors, on ne prend pas de risque et l'on fait sauter l'intégralité des caches de munitions. À Montmédy, au QG du 314e régiment d'infanterie, qui se trouve dans l'actuelle épicerie, commandé par le colonel William Houry, on découvre alors les canons de cette artillerie. Des centaines de pièces qui sont disséminées dans toute la ville. Le long des routes, dans les granges, le long de la voie de chemin de fer.
et l'on prend alors conscience de la taille et de l'envergure, de la cadence de cette machine de guerre contemporaine. Les troupes américaines en profitent alors également pour s'installer sur place, en ville, où ils fondent d'ailleurs, à Montmédy, un foyer du soldat, un YMCA, en face du cinéma actuel, où l'on voit ici qu'ils apportent avec eux leur sport, un ballon de basket, une batte et des balles de baseball. À Stenay, le général Summerall fait un discours aux troupes du 353e régiment d'infanterie sur le célèbre kiosque de la ville. Autrefois, c'était les troupes allemandes qui jouaient ici de la musique. Aujourd'hui, ce sont les Américains qui débarquent également avec leur culture et leur musique. On en profite également pour visiter la demeure que s'était attribuée le Crown Prince, le château des Tilleuls, aujourd'hui disparu. Avec un rare plan de l'intérieur, et sur le bunker du prince. Toujours à Stenay, quittons la demeure du prince de Hohenzollern pour un grand tournoi de football ou de soccer interrégimentaire. Ici, les 1er et 2e bataillons du 354e infanterie s'affrontent sur l'herbe stenaisienne. Ils apportent également avec eux ce que nous connaissons déjà à l'époque sous le nom de rugby, mais avec d'autres règles encore plus complexes, le football américain. Enfin, au Luxembourg, à Esch-sur-Alzette, on organise une immense compétition de boxe, là aussi interrégimentaire, où chaque corps de troupe soutient son propre champion. Ici, Willie Jackson affronte Kid Mitchell. Jackson remporte par KO. Le deuxième combat oppose les soldats Schwartz et Murphy.
Schwartz remporte par KO. Mais pour ce troisième et dernier combat, entre Patterson et Nurdin, il est étonnant pour l'époque, en 1919, de voir un Afro-Américain combattre un soldat blanc américain. Le combat fait rage et tout le monde veut la victoire de son champion. Mais le combat se termine par une égalité. Et dans cette armée, dans ce monde ségrégationniste, pour la première fois, sur ce ring de boxe, ici, à Esch, un soldat noir a été l'égal d'un soldat blanc. Enfin, comme convenu dans l'armistice et les traités qui ont suivi peu après, l'armée américaine, comme les troupes alliées, entre en Allemagne pour une occupation pacifique. Le 2 décembre 1918, l'armée américaine, qui a poussé dans l'Argonne et qui a tant combattu, se retrouve maintenant en garnison dans la ville allemande de Trèves. Bien que les gens sourient à la caméra, on ne peut pas voir une certaine gêne. Les enfants posent devant les appareils. Quand les adultes regardent parfois avec méfiance et mépris ces nouveaux occupants qui arrivent chez eux. Et avec la ratification du traité de Versailles qui arrive, la situation ne va pas s'arranger. En voulant faire la paix avec le monde et avec l'Allemagne, le traité de Versailles ne va faire qu'humilier et appauvrir la situation, qui laissera le champ libre aux germes du fascisme. Alors, on retourne sur les lieux du conflit, pour l'inspecter et se souvenir.